Salut, c'est Loïc, je suis ravi de te retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. Donc dans cette nouvelle vidéo, on va parler d'hyperinflation. Alors cette vidéo, elle fait suite à la dernière vidéo que j'ai faite. Si tu l'as pas encore vue, je t'invite à aller la regarder parce que tu vas voir qu'il y a plein de choses qui risquent de bouger avec le coronavirus, avec cette crise qui vient de démarrer. Et je t'en parle en fait plus en détail. Mais tu vas voir qu'il y a beaucoup de choses positives et surtout, je t'ai invité en fait à poser tes questions en dessous de cette vidéo pour décider des futures vidéos qui allaient être tournées pendant coronavirus. Donc là, on est complètement dans le cadre de cette vidéo puisque Gauthier m'a demandé en fait: salut Loïc, quand on étudie les rapports scientifiques, il se pourrait qu'on soit sur des confinements par vague. Si ce scénario s'avère vrai, je pense qu'on va devoir repenser l'immobilier parce que l'économie va être remise à plat. L'impression monétaire va nous amener à l'hyperinflation. Quel est ton avis sur les conséquences sur l'immobilier en cas d'hyperinflation? Donc l'hyperinflation, c'est un sujet qui me tient à cœur parce que c'est un sujet, on a l'impression que ça peut jamais arriver chez nous. Si tu sais pas ce que c'est que l'inflation ni que l'hyperinflation, t'inquiète pas, je vais expliquer tout ça dans la vidéo. Et en tout cas, si tu n'as pas vu l'autre vidéo, je t'ai remis le petit i pour la voir et n'hésite pas à poser tes questions même en dessous pour que on fasse d'autres vidéos, donc des suggestions, etc. de vidéos. C'est vraiment tout le principe pendant la durée du confinement. C'est toi qui décides quel contenu on fait sur la chaîne. L'inflation, juste avant qu'on démarre, si tu sais pas ce que c'est tout simplement quelque chose, un phénomène qui se passe tous les ans, c'est-à-dire que les prix augmentent légèrement. Donc en fait, pour régler l'inflation, il y a plusieurs leviers qu'ont les banques centrales. Tu as déjà dû entendre parler des banques centrales, je pense. Il y a plusieurs leviers qu'elles ont à leur disponibilité, dont notamment les taux de crédit sur lesquels elles vont pouvoir jouer, sur l'impression monétaire, etc., etc. Mais en gros, l'idée, c'est qu'un peu d'inflation, c'est bien. Trop d'inflation, c'est pas forcément bien. Tu vas voir pourquoi. En tout cas, il y a des gens qui se retrouvent lésés et d'autres moins. Mais on va en parler vraiment en détail. Mais en tout cas, l'inflation, c'est l'augmentation des prix. Il y a un taux d'inflation qui est calculé par rapport à tout ce que les ménages ont à dépenser. Il y a tout un tas d'indices de prix qu'on regarde. Donc on part en 2019, les gens devaient dépenser tant pour telle chose. Si en 2020 ils doivent dépenser plus, eh bien ça crée le pourcentage d'inflation, le pourcentage d'augmentation des prix. Et l'hyperinflation, c'est quand cette inflation elle est plus maîtrisée et que ça devient un peu dingue. Et ça arrive, il y a des pays dans lesquels on a été à 50% comme ça en un mois. C'est-à-dire qu'une baguette vaut 1 euro, elle vaut 1,50 € le mois d'après, puis elle vaut 2,25 € le mois d'après. Et pareil pour des produits de consommation plus importantes en fait, tout simplement. On attaque tout de suite la présentation. Je l'ai appelé hyperinflation, quel est le risque et les conséquences avec coronavirus. J'ai mis exprès la baguette à 100 €, un petit clin d'œil à la baguette, au prix de la baguette et à la brouette, tu vois, on va en parler après, la brouette pour aller acheter tout simplement une baguette de pain, la brouette de billets, on va en parler en détail. Alors, c'est quoi concrètement l'hyperinflation? Le meilleur exemple qu'on a dans l'histoire, un petit peu proche de nous, alors il y a eu des cas d'hyperinflation, on va en parler un petit peu aussi, mais beaucoup plus proche de nous, mais en tout cas, l'Allemagne, tout simplement, il y a eu, après la guerre de 14-18, on leur a demandé de rembourser beaucoup d'argent, ils n'avaient pas l'argent pour ça, ils ont été obligés de créer beaucoup de dettes, beaucoup de monnaie du coup, parce que quand on a des dettes, si on veut les rembourser, un État, le meilleur moyen, c'est de créer de l'argent un peu virtuel. Ils ont créé beaucoup et tellement que ça a été du grand n'importe quoi. En fait, en gros, en l'espace, on va dire de 5 ans à peu près, eh bien, ce qui permettait d'acheter un marque or avec un marque papier, il en fallait 1000 milliards 5 ans après seulement. Donc t'imagines si tu avais 1000 milliards sur ton compte, je te le souhaite, hein, ça m'étonnerait, mais si tu avais 1000 milliards sur ton compte, au bout de 5 ans, ça valait 0, enfin ça valait plus que 1. Donc forcément, comment on en arrive à des extrêmes pareils, etc. On va en parler, mais tu imagines bien que là, par exemple, les épargnants sont tous lésés et que ça met un gros bazar. C'est comme ça que des gens comme Hitler sont arrivés au pouvoir, parce que les gens étaient complètement affolés et se disaient qu'il y avait un gros problème. Et effectivement, il y avait un gros problème pour que ça s'enflamme autant au niveau de la monnaie. C'est-à-dire qu'en gros, tu touchais ta paye et en fait, à la fin du mois, c'est comme si tu avais touché 0 30 jours avant. Donc, ça motive pas forcément à aller travailler. Ça motive et puis surtout ça motive à prendre des décisions un petit peu dans tous les sens.
En fait, je parle de la brouette à billets, j'ai pas retrouvé la photo mythique, mais il y a une photo mythique où en fait tu vois un Allemand, ça devait être genre en 1925, un truc comme ça, qui part avec une brouette entière de billets pour juste acheter une baguette de pain. Ce qui est important de comprendre, c'est qu'est-ce qui cause l'hyperinflation. En fait, souvent, c'est la création monétaire en fait excessive des États qui va créer l'hyperinflation. Et en fait, souvent, tu sais, tu vas avoir les États, ils vont avoir besoin, par exemple, si par exemple ils veulent relancer l'économie, de faire des grands investissements, et pour ça, ils s'endettent fortement, ou bien de distribuer de l'argent au peuple. Si par exemple le peuple n'est pas content, de donner de l'argent au peuple, de dire tiens, demain regarde, on vous donne tous une prime de 1000 euros, c'est super, vous aurez tous plus d'argent, du coup tout le monde a plus de pouvoir d'achat, tout le monde dépense plus, ça a pour effet de faire monter les prix, de faire marcher en fait l'économie, ça c'est sûr, c'est bien, mais si l'État n'arrive pas à rentrer suffisamment de recettes en face pour faire face à tout ça, si ça relance pas suffisamment fort, eh bien en fait l'État se retrouve avec trop de dettes, il peut augmenter les impôts, mais il y a un moment les impôts, les gens peuvent plus les payer, et à un moment en fait il crée de la monnaie, à partir de rien, et s'il crée de la monnaie à partir de rien, eh bien là on a un vrai risque d'hyperinflation, parce que plus on crée de la monnaie, plus on en donne aux gens, plus tout ça s'emballe, et ça nous fait des augmentations de prix complètement folles. Alors je suis désolé, j'explique ça vraiment de manière la plus simpliste possible, évidemment que c'est un peu plus complexe que ça dans les faits, mais voilà, l'idée c'est vraiment que la vidéo elle soit accessible au plus grand nombre. Donc quand la dette devient trop importante, l'État il peut recourir à l'impression monétaire pour rembourser ses dettes et donc pour stimuler l'économie comme j'en parlais. Dans l'histoire, il y a vraiment beaucoup d'exemples. En France, on a eu ça avec les assignats, notamment après la Révolution française, où on a imprimé dans tous les sens des assignats, et en fait ça a fini par faire que l'assignat valait plus rien, les gens perdaient la confiance. En Europe, on a parlé de l'Allemagne, mais il y a plus récemment le Mexique, le Brésil, la Pologne, l'Argentine, le Zimbabwe, enfin il y a plein de pays où c'est arrivé en fait, et où il y a eu un emballement comme ça qui s'est passé. Donc il faut pas forcément penser que c'est quelque chose qui est très loin, qui est très vieux, qui est très ancien, qui peut plus arriver, parce que il y a plein d'exemples à travers l'histoire où c'est arrivé. Est-ce qu'on doit craindre une hyperinflation? C'est ça surtout la question. Alors concrètement, il faut que tu comprennes aujourd'hui que forcément les États aujourd'hui sont obligés d'imprimer de la monnaie. Alors c'est pas eux directement, c'est les banques centrales américaines, banques centrales européennes, etc. qui impriment de la monnaie. Mais ils l'ont déjà fait, ils ont fait les quantitative easing, ils ont fait tout un tas de plans de relance comme ça déjà, qui en fait avaient plus pour effet de faire monter la bourse qu'autre chose, faire monter les actifs qu'autre chose, parce qu'en fait il faut comprendre qui va récupérer en fait la monnaie qui est gérée, qui est créée. C'est-à-dire que si la monnaie qui est créée, elle repart tout de suite dans la bourse, ou elle repart tout de suite dans des actifs, eh bien ça a tendance à faire monter ces actifs-là. Donc si c'est pas quelque chose qui est surveillé par l'inflation, ou si ça va pas directement dans les poches des gens qui consomment tous les jours, en fait ça va faire monter certains actifs, mais pas forcément ce qu'on pense. Là aujourd'hui, l'État il est obligé de se surendetter, en tout cas de créer de la monnaie. En fait il va être obligé d'en créer, parce que là aujourd'hui il le fait à travers la dette, mais la dette elle risque d'être racheté par la Banque Centrale Européenne, ou il va y avoir des décisions comme ça qui vont être sûrement prises, parce que avec ce qui se passe avec coronavirus, c'est simple, c'est que l'État français il n'a pas d'autre choix que de faire ça, puisque l'État, enfin le pays est à l'arrêt. C'est-à-dire qu'aujourd'hui on a besoin d'un certain volume d'argent qui soit créé pour pouvoir payer un petit peu tout ce qu'il y a à payer, et le pays est à l'arrêt, les entreprises créent plus donc de richesse, donc les entreprises vont, si elles créent plus de richesse, elles peuvent pas payer leurs impôts, elles peuvent pas payer tout ça, donc il y a un moment il faut bien qu'il y ait de l'argent qui soit mis sur la table. Aujourd'hui, alors vous m'arrêtez si j'ai une bêtise, parce que j'ai pas été vérifier le chiffre avant, mais je crois que c'est 200 milliards par mois le PIB français, donc la richesse créée en France chaque mois, c'est 200 milliards. Tu vois, s'il en manque même la moitié, ça fait 100 milliards qu'il faut remettre au pot pour que toute notre économie puisse fonctionner. Et ces 100 milliards, il faut pas, on peut les sortir du chapeau avec de la dette, mais si ça doit durer en longueur, c'est plus compliqué. Donc aujourd'hui, il n'y a rien qui nous fait craindre réellement une hyperinflation, ça va pas arriver demain l'hyperinflation. Par contre, ce qui pourrait se passer à mon sens, c'est plutôt qu'en sortie de crise, c'est-à-dire quand vraiment on sortira de la crise, mais peut-être dans 1 an, dans 2 ans, quand on aura eu des sociétés qui auront fait faillite parce qu'elles n'auront pas forcément tenu, ou quand il y aura des choses un petit peu, en tout cas du temps de passer, il pourrait y avoir une technique pour dire de la part des banques centrales, pour épuiser un petit peu les dettes des États, de créer un peu d'inflation et donc d'imprimer un peu plus de monnaie et de distribuer un peu plus de monnaie pour que tout le monde ait un petit peu plus de pouvoir d'achat, pour que les gens soient plutôt contents, etc. Il
pourrait y avoir cette tentative qui soit faite et donc par ce biais de tout simplement faire en sorte que les dettes d'État se réduisent. Et si ça c'est pas maîtrisé, et c'est possible que parce que souvent les États veulent pas l'hyperinflation, c'est juste qu'ils en perdent le contrôle. Si le contrôle est perdu en fait et qu'en gros on joue à l'apprenti sorcier avec tout ça, eh bien il pourrait y avoir une hyperinflation un petit peu en fin de crise. C'est pas complètement à exclure, mais je trouve que c'est un petit peu extrême, mais je trouve que c'est important en tant qu'investisseur que tu comprennes les leviers, que tu comprennes ce qui peut arriver quand même, les petites choses comme ça, et surtout que ça c'est quelque chose qui est souvent un petit peu méconnu dans notre culture parce que on l'a jamais trop vu autour de nous. Enfin voilà, en France c'est pas arrivé depuis très longtemps. La dernière fois où il y a eu une inflation importante comme ça, c'était dans le choc pétrolier, je crois dans les années 80. Si je dis pas de bêtises, arrêtez-moi, je suis pas le gros spécialiste non plus de l'hyperinflation, mais je connais tout le principe. Alors, ce qui est important de comprendre, on va parler tout de suite aussi, c'est de l'immobilier. Mais juste avant, donc, c'est un emballement qui est difficile à stopper. Le plus souvent, l'hyperinflation, elle se stoppe grâce à l'adoption d'une nouvelle monnaie. En fait, souvent, ça amène à la destruction de la monnaie. Ça pourrait détruire l'euro, par exemple. Ça peut être un nouveau gouvernement qui est anti, par exemple, l'euro, qui passe et qui nous fasse sortir de l'euro, par exemple. Et dans ce cas, en fait, les plus touchés, ce sont les épargnants. Parce que t'imagines bien que si on veut détruire la dette, entre guillemets, réduire la dette plus vite qu'elle ne se serait réduite, parce que l'État n'arrive plus à rembourser ses dettes de manière normale, eh bien, ce sont les créanciers de la dette qui sont les principaux touchés. Et il faut bien comprendre aujourd'hui, par exemple, que 80 à 100% des assurances vie, si tu possèdes des assurances vie, sont en dette d'État. Alors, je te dis pas qu'il faut courir à la banque et retirer ton argent des assurances vie et les mettre ailleurs, mais simplement, c'est important d'être diversifié dans ce genre de moment parce que l'assurance vie sur les dettes d'État, on n'est pas à l'abri dans quelques années ou dans quelques mois que y ait une partie des assurances vie qui soit moins bien, peut-être, enfin elles sont déjà plus très bien rémunérées, mais qu'il y ait une partie qui soit, qu'il y ait une inflation par exemple qui soit créée, de toute façon ce que les assurances vie rapportent moins en dette que réellement ce que la dette coûte à l'État, et donc c'est les personnes qui posséderont la dette qui sont les premiers touchés, évidemment. Là en plus on parle d'un phénomène qui était en mode hyper-inflation, mais rien qu'une inflation importante, c'est déjà ce qui se passait un petit peu avec les taux négatifs, il y avait déjà un semblant d'inflation qui avait déjà tendance à léser les épargnants, mais sur plus longtemps en fait, tout simplement. Alors, sur l'immobilier, plus précisément, ça fait quoi? Parce que c'est ça avant tout qui nous intéresse. Dans un premier temps, tout monte. Donc, les loyers également, ils montent, les prix de l'immobilier vont monter aussi. Mais dans un second temps, en fait, pour stopper l'inflation, bien souvent, la création monétaire, je sais pas si tu sais comment ça se passe. Si tu veux, on peut faire une petite pause là-dessus ou que tu me demandes une vidéo plus complémentaire, mais en gros, le crédit est un des leviers pour créer la monnaie. En fait, quand on te met 100 000 sur ton compte bancaire parce que tu fais un crédit de 100 000, en fait, c'est 100 000 euros qui sont créés. Ils sont créés à partir de rien, c'est-à-dire que c'est une ligne qu'on vient créer, et en fait, c'est l'ensemble de toutes ces dettes qui crée l'argent qui est en circulation. C'est-à-dire que s'il n'y avait pas de dette d'État demain, en fait, il n'y aurait pas d'argent en circulation. Donc c'est pour ça qu'il y a quand même besoin de dette dans notre économie et dans notre façon de fonctionner. Mais en tout cas, il faut comprendre que voilà, un des moyens d'arrêter du coup l'hyperinflation, un des moyens, c'est d'arrêter que l'argent soit créé. Donc c'est de monter les taux d'intérêt parce que ça fait que les gens empruntent moins. Donc quand on arrive au second temps, au moment où ils augmentent les taux pour stopper, pour tenter en tout cas d'enrayer cet effet inflationniste, les taux directeurs qui sont relevés font tout simplement que les prix de l'immobilier risquent de baisser. Pourquoi? Parce que tout simplement, avec 2%, à 2% avec 3 000 euros, un couple il peut emprunter donc environ 1 000 euros de mensualité, 33% d'endettement. Donc sur 20 ans, ça lui permet aujourd'hui avec un taux qui est à 2% ou un peu en dessous d'emprunter environ 200 000 euros, et sur 25 ans 240 000. Si demain les taux passent à 5%, en fait ce même couple il va pouvoir emprunter 150 à 170 000 euros. Donc forcément, ça va créer un manque de pouvoir d'achat immobilier. Donc si le pouvoir d'achat immobilier il baisse, par conséquent ça a tendance à faire baisser les prix. Ce qu'il faut comprendre, c'est que ça a une incidence aussi sur les remboursements de crédit. C'est-à-dire que l'hyperinflation, quand tu vas rembourser ton crédit, si la baguette demain elle vaut 100 euros, ton épargne, certes, elle est massacrée parce que tes 100 euros que tu avais en banque, il va
le prix d'une baguette alors qu'avant il valait 100 €. Mais tes crédits restent toujours à l'identique puisque aujourd'hui en France on est sur des taux fixes. Si tu avais des taux variables, ça pourrait varier au moment où ils augmentent les taux, tu pourrais te retrouver avec un taux qui augmente. C'est comme ça qu'il y a eu aux États-Unis beaucoup de gens qui pouvaient plus rembourser leurs prêts ou autres. Mais en France on est sur des taux fixes à 99%. Donc si tu as un taux fixe, eh bien tu as toujours le même montant à rembourser tous les mois. Et là à partir de là, eh bien tu es plutôt bien puisque tes prêts vont se rembourser beaucoup plus rapidement puisque si tu avais 1000 € à rembourser et qu'avec 1000 € avant on achetait 1000 baguettes et que demain on peut plus acheter que 10 baguettes avec 1000 €, tu vas garder la même valeur tous les mois à rembourser. Et ce qu'il faut comprendre, c'est ce que ça a comme effet sur les loyers. En fait, je t'ai mis une courbe ici, c'est tout simplement les prix des logements et les prix des loyers depuis 1965. Il faut voir en fait que les prix des logements et les prix des loyers sont pas du tout corrélés. C'est-à-dire que c'est pas parce que le prix des logements baisse que le prix des loyers baisse ou inversement. C'est pas parce que le prix des logements augmente que le prix des loyers augmente. En fait, on voit bien, tu vois, la courbe en noir, c'est la courbe tout simplement qui était la courbe pour les prix de l'IMO. On a vu que les prix de l'IMO s'étaient beaucoup envolés en 2000 notamment, mais ça n'a pas fait que les loyers sont envolés. Et à l'autre inverse, quand les prix de l'IMO étaient très faibles dans les années 60, et ben finalement les prix des loyers étaient plutôt très élevé. Ce qu'il faudrait en fait, ce qui manque comme courbe sur ce graphique, j'aurais dû prendre encore un autre graphique que j'ai en stock d'ailleurs, mais c'est pas grave, c'est tout simplement l'indice des prix par rapport aux revenus en fait des ménages, c'est-à-dire que là où est corrélé en fait le prix des loyers, c'est tout simplement la capacité des ménages à payer. C'est-à-dire que si les ménages peuvent payer un certain prix, eh bien les loyers sont en général indexés par rapport à ça, c'est-à-dire que souvent les prix des loyers suivent cela. En fait, l'offre et la demande des prix de l'IMO, c'est l'offre et la demande de ce que les gens sont prêts à payer pour acheter un bien, et l'offre et la demande pour les prix des loyers, en fait, c'est ce que les gens ont de disponible dans leur budget mensuel, en fait, pour pouvoir payer ça. Donc, concrètement, si l'immobilier monte, ça ne veut pas dire que les loyers vont monter et inversement. Donc, si demain le prix de l'immobilier baisse, parce qu'on a une crise, parce qu'on a des choses comme ça, eh bien, ce sera quelque chose qui restera tout à fait positif puisque ça n'aura pas d'incidence sur le prix des loyers. Si en plus il y a une inflation, les prix des loyers monteront et les prix des biens immobiliers auront baissé. Voilà. Donc, j'espère que cette vidéo elle était assez claire sur l'inflation. Donc, vraiment, je tiens à te le dire, hein, je ne pense pas que c'est une situation dans laquelle on va rentrer. Par contre, d'avoir un peu plus d'inflation et d'avoir l'épargne qui soit un petit peu plus grignotée dans les années à venir et que ce que tu as en banque soit un peu plus grignoté par les États, je dis pas du tout le contraire parce que le but ça va être quand même de payer en fait tout ce qui se passe actuellement, donc ça peut arriver, mais c'était important d'avoir en tête l'hyperinflation et de savoir un petit peu là où ça peut nous emmener. Donc voilà, donc s'il y a des sujets de vidéos qui te viennent par rapport à la vidéo qu'on a fait là, tu me mets ça en dessous, on va retraiter ces sujets dans les prochaines vidéos qu'on va réaliser pour ce confinement coronavirus. Il ne me reste plus qu'à te mettre un lien dans l'écran de fin si tu souhaites aller beaucoup plus loin, te créer réellement des revenus long terme, que tu n'as pas envie uniquement d'essayer de faire des coups pendant cette crise, mais vraiment de profiter de cette crise à long terme. Eh bien, je te donne tout simplement des stratégies en investissement immobilier. Tu cliques, tu vas voir ces formations en ligne qu'on organise. Alors en ce moment, elles sont toutes pleines, toutes les sessions sont pleines, donc je compte sur toi pour être vraiment présent parce que tu auras du mal à ravoir une place sur une autre session. Il ne me reste plus qu'à te dire à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao!